autour de notre plus grand dénominateur commun, l'unité nationale, et son référentiel, le 20 mai, événement fondateur de notre identité collective et narrative, du roman national, d'un Cameroun uni dans sa diversité, depuis le référendum du 20 mai 1972 et ses résultats sans appel de 3 177 846 bulletins marqués du sceau oui et de quelques rares 176 non. 47 ans après, l'exaltation de l'unité nationale bat son plein dans un contexte de menaces protéiformes et de manœuvres de forces centrifuges qui tentent de saper l'héritage des pères fondateurs. Alors, comment et pourquoi sauvegarder notre patrimoine commun, notre chère patrie, notre terre chérie? C'est la trame du plateau spécial de ce soir. Invité au débat, Zachary Niemann, journaliste principal hors échelle, ancien éditorialiste à la CRTV, ancien député à l'Assemblée nationale pendant la législature 1997-2002, membre titulaire du comité central, auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un ouvrage pertinent déjà en son temps, La paix au Cameroun, un impératif absolu. Bonsoir, Zachary. Bonsoir, Aimé Robert. C'est un grand plaisir immense d'être avec vous ce soir pour partager la ferveur des Camerounais. Je l'imagine, vous êtes donc un auteur prolifique. Vous avez également signé cet autre ouvrage, La démocratie camerounaise, un pari perpétuel. Autant d'ouvrages parus chez Eddy Action. Et vous êtes aujourd'hui un consultant en communication. Merci. Sur la voie. Merci et merci d'être là. En face de vous, un acteur politique bien connu, Célestin Bédigui, président du parti de l'Alliance libérale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Aimé Robert. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous permettrez également que j'adresse un clin d'œil particulier aux militants du parti de l'Alliance libérale où qui se trouvent. Alors, vous investissez le champ politique camerounais depuis ces années 90 dans une logique alternatif du dedans et du dehors vis-à-vis du régime du renouveau, mais je sais que vous croyez fermement à la palabre africaine, on aura le temps d'y revenir. Nous accueillons également des universitaires sur ce plateau. D'abord le professeur Wilbois Dzengwa. Bonsoir professeur. Merci. Je suis content d'être avec vous ce soir, avec les éminents comme mes collègues et les autres. Et je dirais que je vais parler en français approximatif, mais je vais essayer de communiquer. Merci. Vous êtes le bienvenu et vous pourrez également vous exprimer en anglais puisque nos deux langues officielles, le français et l'anglais sont d'égale valeur. Vous êtes donc enseignant d'université en politique et histoire des relations internationales. Votre champ de recherche couvre de vastes domaines liés à la fois à la démocratie, à la bonne gouvernance, au conflit, à l'action humanitaire. Vous dispensez votre science de par le monde et votre thèse de doctorat est d'une brûlante actualité. Je rappelle cette thèse portée sur l'unité nationale, l'intégration nationale, rêve et réalité. Tout à fait. Comme quoi nous y sommes depuis de longues années déjà. C'est ça. En face de vous, notre enseignant d'université, le professeur Alfred Ngando, agrégé d'histoire du droit, major au concours CAMES de 2013, pas moins. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre des ressources documentaires de l'Université de Yaoundé 2, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, c'est en France, et du Cameroun, auteur de plusieurs ouvrages. Et j'ai retenu un de ces ouvrages qui nous parle particulièrement, puisqu'il nous renvoie à notre histoire. C'est la présence française au Cameroun, 1916-1959, colonialisme ou mission civilisatrice. Publié chez l'Harmattan, puis aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Ce n'est pas le sujet du soir. Je vous aurais demandé, finalement, vous avez répondu à cette question? Colonialisme ou mission civilisatrice? Nous avons essayé, en tout cas, d'y répondre. C'était le but. Hein? En tout cas, ce dont nous parlons ce soir trouve sa trame dans cette histoire depuis ce 4 mars 1916 où la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le Cameroun comme un butin de guerre. Et nous y sommes encore plus d'un siècle après. Le débat est ouvert aux internautes sur toutes nos plateformes numériques. Posez vos contributions et nous allons les relayer en temps réel. Messieurs, nous aurons également le plaisir d'accueillir autour de ce plateau certains de nos envoyés spéciaux déployés en région dans le sillage de cette fête de l'unité. Jean-Pierre Ndiana, Rodrigue Bertrand Tchenou, Rabia Toula. Nous aurons le plaisir de partager quelques pages de leur carnet de route dans le sillage de cette fête de l'unité. Une fête de l'unité sur laquelle souffle une brise de paix
porté par une vague d'espoir qui nous vient des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose du reste de revivre les temps forts de la visite du Premier ministre Chief John Ngouté dans le sud-ouest. C'est une signature de Jean-Pierre Njana, envoyé spécial de la CRTV. Comme le nord-ouest, le sud-ouest a mal à sa sécurité, mal à son économie. Aujourd'hui exsangue parce que presque tout est à l'arrêt, les populations ayant déserté villes et villages pour trouver refuge ailleurs. 3 ans que ça dure, 3 ans à côtoyer le danger au quotidien, même à l'hôpital où l'on est censé trouver la vie. Ça ne saurait plus durer. Aussi, en plus de toutes les réponses apportées aux revendications présentées, le chef de l'État a-t-il une fois encore envoyé un Premier ministre sur le terrain, cette fois-ci Joseph Dion Ngouté, 5 mois seulement après son arrivée aux affaires. L'accueil à lui réservé par les populations dès la traversée du pont sur le Mungo et davantage à Tiko augurait déjà de la réussite de sa mission. S'associant à une foule littéralement en liesse, le Mont Cameroun, le char des dieux, s'est laissé découvrir dans sa splendeur, comme pour dire au Premier ministre, enfant du pays, « Béni sois-tu mon fils, toi qui viens au nom de la paix ». Oui, la paix, le seul mot que Joseph Dion Ngouté a utilisé en boucle tout au long de son séjour dans la région. Que ce soit lors des audiences, et il en a accordé des dizaines, ou avec les foules toujours compactes où qu'elles se trouvaient, il a expliqué à ses frères, avec force argument, tout le bien qu'il y a à retrouver la paix et par conséquent, la nécessité de faire entendre raison aux insurgés, le tout en pidgin English et dans la plus grande humilité. I come for beg. I can kneel for down. Mook, we gather courage. We'll tell them, say, enough is enough. Première récompense pour tant d'énergie déployée. Première réponse positive en direct à l'appel de paix du chef de l'État, la reddition de 23 insurgés. L'histoire retient alors que c'est un 16 mai 2019 à Kumba, le chef-lieu de la Mémé, Cape Town, la grande cité commerçante du sud-ouest aujourd'hui meurtrie, la ville qui a vu naître Joseph Dion Ngouté, voici 65 ans. Aux dernières nouvelles, d'autres insurgés seraient sortis de la brousse après le départ du Premier ministre pour emprunter eux aussi le train de la paix, le train Cameroun. Le Cameroun, ce pays qui sait faire de la place à tous ses enfants, où qu'ils soient, quel qu'il soit. Un illustre compatriote l'avait dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Qui a pu en douter? C'est un sujet signé Jean-Pierre Njana et Jean-Pierre Njana vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous accueillir après ce périple dans le nord-ouest et puis dans le sud-ouest. On vient de le revoir. Vu à la télé, on a perçu une adhésion réelle, un enthousiasme délirant des populations. Alors, le reporter que vous êtes, dans notre formule « chose vue et entendue », quelle est la réalité sur cette perception que nous avons vue de cette adhésion? Et vous aviez cette expression dans mon reportage, la magie qui a opéré. Effectivement, la magie a opéré. Elle a commencé à opérer à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Le Premier ministre s'est rendu à Bambili pour parler aux étudiants. Bambili qui a quelques encablures de Bamenda. Et au retour, pour d'autres audiences dans l'après-midi, il a improvisé une escale. Et ce n'était pas une mise en scène, puisque le chef d'escorte s'est trompé de route. Il a cru que le Premier ministre, pour ceux qui connaissent Bamenda, devait continuer par Ghana Street. Il a plutôt pris la route de Finance Junction. Nous qui étions dans les voitures, on a dû descendre en hâte pour rattraper le Premier ministre. Et quand la population l'a vu, elle est sortie. Et vous avez vu à la télé des gens qui sortaient des bars, de leur commerce, et ainsi de suite, parfois des bouteilles en main, pour venir à la rencontre de monsieur le Premier ministre. Et spontanément, il a commencé à leur passer le message que le chef de l'État lui a demandé d'aller passer aux populations à la base, à savoir qu'il a
écouté il les a écoutés, il a entendu leurs cris et il a décidé d'organiser ce dialogue. Et le Premier ministre a pris soin de leur dire que la forme de ce dialogue, le président a eu le sentiment qu'il fallait organiser quelque chose d'événementiel, puisque ce dialogue a commencé depuis longtemps, depuis que cette crise existe, mais le président s'est rendu compte que la population a besoin de quelque chose de symbolique, quelque chose qui s'organise autour d'une table, et ça, le Premier ministre l'a fait. Et je vous dis que c'était un pari risqué, parce que qui connaît la situation qui est celle de Bamenda aujourd'hui, que le Premier ministre descende comme ça, c'est-à-dire à l'improviste. Je vous dis que la sécurité, le protocole, l'escorte, tout le monde a été pris de court. C'était un gros risque de s'adresser comme ça à une foule qu'on ne maîtrise pas, et c'est un euphémisme. Et quand je le dis à Bamenda, on ne sort pas comme on veut et on ne se promène pas comme on veut. Le Premier ministre lui l'a fait et il a remis ça le lendemain, parce qu'on ne change pas une stratégie qui gagne, comme un homme politique l'a dit. Il a refait le lendemain, cette fois à Comèche à l'avenue, le centre des affaires de Bamenda. Il allait encore à la rencontre des populations, et la réaction de cette population a été aussi spontané. Et nous tous, nous avons vu, vous avez vu à la télé, des gens disent que, mais monsieur le Premier ministre, si on avait eu ce type d'expérience, on n'en serait pas là aujourd'hui. Continuez, nous sommes avec vous. Il allait au sud-ouest faire exactement la même chose. Et je vous dis, il a passé tout ce temps à leur parler en pidgin. C'est la langue que nos grands-mères comprennent, que ce soit au nord-ouest, que ce soit au sud-ouest. Vous pouvez parler en pidgin, tout le monde va vous comprendre. La seule fois que le Premier ministre a eu à s'adresser aux populations en anglais, c'était à Bambili, c'était quand même à l'université. On n'enseigne pas le pidgin là-bas, mais partout il est passé, il n'a parlé que le pidgin, et ça, la population l'a beaucoup aimé. Alors, autre étape cruciale et remarquable, historique même, celle du 16 mai à Kumba, où il y a eu cette reddition des ex-séparatistes. Vous me disiez hors antenne qu'on a vu pleurer ces ex-séparatistes. Je voudrais d'abord dire que, parce que j'ai suivi un élu du peuple dire sur les antennes de la CRTV que la CRTV justement a organisé une mise en scène. Je ne sais pas si dans cette maison on a des logiciels, on peut créer un Premier ministre qui exulte après l'annonce de la reddition de ces ex-combattants. Effectivement, le Premier ministre avait fini de faire son discours, parce que l'agenda au grand stand de Kumba prévoyait 2 articulations. Le mot de monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, Victor Nkele, et l'adresse du Premier ministre aux populations. Le Premier ministre avait fini de parler aux populations. Il s'apprêtait à partir du grand stand. Nous-mêmes, nous étions en train d'emballer notre matériel. On traîne les câbles, on traîne les trépieds, ainsi de suite. Quand on vient lui dire que, attendez une seconde, monsieur le Premier ministre, il y a une bonne nouvelle. C'est comme ça que ces ex-combattants sortent de la foule. Ce qui signifie qu'ils étaient avec nous. Comme je vous disais, ce n'est pas de la fiction. Ces gens sont parmi nous. Ils n'ont pas de tenue comme nos militaires, donc ils nous côtoient, donc ils regardaient, ils écoutaient monsieur le Premier ministre, et ils ont décidé comme ça d'aller à sa rencontre. Et je vous dis que la magie a opéré. Et quand j'ai observé ces enfants, parce qu'il y en a qui ont 14 ans, et c'est ça qui est dramatique. Sur ces images d'ex-séparatistes qui se sont ralliés à Kumba, on a du reste reconnu le fameux général Kawakawa, qui témoignait dans ce document exclusif réalisé par Rabia Toula. Et justement, il a dit au Premier ministre, je vais le citer en substance, que, monsieur le Premier ministre, que le gouvernement nous donne les moyens, on va rentrer en brousse, ramener nos ex-frères d'âme. Et à regarder le visage de ces jeunes compatriotes, moi j'ai pu lire le remords. Ça se lisait. D'où leur pleurs. Il y en a qui ont écrasé une larme parce qu'ils regrettaient d'avoir pris des armes contre leur propre patrie, contre leur propre pays. Il y en a, quand à 15 ans, on se retrouve à avoir tué. Et ça, c'est la réalité. Ils ont assisté à des scènes incroyables. Je ne voudrais pas en dire davantage. C'est quelque chose de traumatisant. Et j'ai vu ces enfants pleurer et dire au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, allez dire au chef de l'État que nous avons péché, nous demandons son pardon. Et ce pardon leur est déjà accordé puisque le président de la République a créé donc le Centre national de désarmement, démobilisation et réintégration. Alors, dernière question, Jean-Pierre Ndiana, après avoir été immergé dans cet environnement porteur d'espoir pendant quasiment 2 semaines. Pour vous, l'avenir immédiat, c'est quoi? L'avenir immédiat, à mon humble avis, c'est qu'il faut maintenir la flamme allumée, tout simplement. Parce que s'il y a un petit relâchement, les autres,
parce qu'il y a des extrémistes de l'autre côté. Les autres vont dire à leurs frères au village, tu commences à comprendre qu'il y a nécessité à revenir dans la grande maison Cameroun. Les autres qui sont en face, s'ils constatent qu'il y a un léger relâchement, ils vont dire à leurs frères, nous vous avons dit, those people of la République, they are fooling us, ils nous trompent, et ça peut donc faire que la population se radicalise davantage et ferme la voie à toutes sortes de collaborations avec les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Et je voudrais dire, si vous me le permettez, Monsieur le Premier ministre a passé le temps à expliquer aux populations que la présence des militaires est nécessaire. Parce que vous avez suivi des leaders politiques d'envergure demander un cessez-le-feu bilatéral. Le Premier ministre a pris soin d'expliquer à ses frères des deux régions que cela n'est pas possible. Sans les militaires, il n'y aurait même plus rien. Et je voudrais vous dire, avec votre permission toujours, que si vous faites les 101 km qui séparent Boya de Kumba, de Moya précisément, il n'y a rien. Tout le monde est parti. Les unités industrielles ont été brûlées. Notre grande station de recherche à Ikona... Vous dites sur 101 km, tous les villages sont il n'y a personne dans ces villages-là. Au centre de recherche d'Ikona, nous sommes un pays agricole. Dieu seul sait que ce centre faisait des merveilles, mais la nature est en train de reprendre droit de cité. Il y a les herbes partout. Moi, je connais ces régions. Moi, j'ai travaillé dans le nord-ouest pendant très longtemps. Et j'ai été au sud-ouest. Je connais cette région, mais quand je l'ai revue le 16 mai dernier, moi aussi j'ai écrasé une larme. J'ai vu des belles maisons, le fruit du travail de nos compatriotes qui s'en va comme ça, qui est perdu comme ça. Je crois que il faut saluer cette lueur d'espoir qui pointe désormais à l'horizon. Merci Jean-Pierre Njana de nous avoir ainsi partagé votre carnet de route. Je voudrais dire donc que vous étiez à la suite du Premier ministre comme envoyé spécial, mais davantage aussi parce que vous êtes le chef du département des affaires gouvernementales et diplomatiques à la CIAC-TV. Merci pour tous ces témoignages que nous avons suivis et merci pour ces éclairages en direct sur ce plateau. C'est moi. Messieurs, vous venez de le suivre dans ce reportage et de la bouche de notre envoyé spécial et même tout cela a été ressassé pendant ces 2 semaines de tournée. On en tire un mot-clé de la part de Jean-Pierre Njana et de tous et d'un certain nombre d'acteurs, la nécessité de maintenir la flamme. Président Bedigui. J'écoutais M. Njana. De la paix qui est allumée. J'écoutais M. Njana avec beaucoup d'intérêt. Et je dois dire que c'est la chute de son propos qui retient le plus mon attention. Le fait qu'il dise que sur 101 km, le pays est vidé. Je connais très bien la région. J'étais directeur des brasseries du Cameroun pour le sud-ouest, basé à Ombé. Donc, tous les lieux qui sont évoqués ici sont des lieux que je connais parfaitement. Mais cela donne tout de même une indication ou alors peut amener à s'interroger pour demander comment peut-il se faire que des personnes censées défendre une cause à laquelle adhérerait une population se sentent menacées au point de déserter leurs habitations et partir comme ça là. Parce qu'on serait attendu, si ce mouvement était un mouvement politiquement, je pourrais dire, responsable, que le premier soin qui soit pris par les acteurs ou ceux qui sont sur le terrain, ce devrait être l'intérêt des populations. Comment peut-on concilier le fait qu'on défend une cause dans l'intérêt d'une population et cette population est terrorisée au point de déserter son terroir. Là, on a bien vu qu'il n'y a plus d'objectif politique, que tout a basculé aujourd'hui dans une violence, une criminalité. Oui, je dis, nous prenons acte de cela, mais nous disons, il faudrait que nous soyons proactifs et que nous n'ayons pas peur d'appeler un chat dans notre conversation pour savoir exactement comment on en a arrivé là, comment il y a une instrumentalisation d'enfants, qu'on peut dire d'enfants soldats, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants soldats que de véritables acteurs politiques. Comment on a pu laisser qu'une instrumentalisation d'enfants soldats atteigne une si grande ampleur? Et maintenant, quel type de solution faut-il y apporter pour que les choses reviennent à la normale? Vous savez, depuis à peu près 30 ans,
que nous sommes engagés dans la vie politique. Et la position qui a toujours été la nôtre, ça a été la position d'être un parti modéré, des gens modérés. Vous avez dit tout à l'heure qu'on est entré, on est sorti. Non, on n'est pas entré, on n'est pas sorti. On est des gens modérés qui, chaque fois, nous retrouvons soit face aux radicaux des deux bords. Hein. Et nous arrivons, le discours du Premier ministre rejoint un discours qui a toujours été le nôtre, qui a toujours dit ce qui se passe dans le nord et dans le sud-ouest a une solution, c'est une solution politique et cette solution-là passe par le dialogue. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que les propos du Premier ministre rejoignent ce que nous avons passé notre temps à déclamer, y compris sur ce plateau, en votre compagnie. On va y revenir. Zachary Niemann. J'observe après ce reportage et les commentaires sur notre plateau ce soir de Jean Pienzana, la convergence, je veux dire, de l'esprit de la paix et de l'unité. Nous ne nous écartons pas du sujet quand nous disons que la paix est vraiment consubstantielle à l'unité. Tout à l'heure, vous avez introduit le sujet et la question était de savoir comment on en est arrivé là. Des épisodes nous ont été rappelés, mais surtout, comment y mettre fin. Personnellement, j'ai plaidé ces derniers temps dans quelques tribunes sur le fait que l'État doit être fort. L'État doit être fort pour démontrer qu'il nous protège. Pas un État trop fort au point d'écraser, non, un État fort qui protège les Camerounais. On en sent la nécessité. Parce que si l'État s'était montré faible, nous péririons. Et au moment où nous parlons, nous n'aurions peut-être pas cette opportunité de nous exprimer. Mais cet État fort démontre également sa force quand il met en place les conditions d'un dialogue. C'est cela aussi un État fort. L'État de droit et le droit de l'État de pouvoir mettre ensemble tous ces éléments qui amènent les Camerounais à se regarder, à s'accepter. Parce que le risque de la situation de crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest aurait été de faire basculer l'opinion francophone sur une espèce de schéma anti-anglophone. Et je pense que là, l'État, les Camerounais sont à féliciter d'avoir évité cette dérive-là. Et nous sommes aujourd'hui quasiment dans un schéma de sortie de crise. Professeur Ngando, l'enjeu est aujourd'hui donc de consolider cette dynamique, d'aller vers le dialogue, de réussir cette marche vers le dialogue formel que le chef de l'État a décidé d'organiser, puisqu'il y avait déjà un dialogue à travers des émissaires, à travers des instances qui ont été créées, comme la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, au vu des expériences d'ici et d'ailleurs, pour réussir ce débat formel que le chef de l'État va organiser? Alors, du reportage que nous avons vu tout à l'heure, nous avons entendu Jean-Pierre Ndiana tout à l'heure, il y a ce mot qui est revenu, maintenir la flamme du dialogue. Parce que bien évidemment, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce conflit-là, qui dépasse d'ailleurs de mon point de vue simplement ce rapport anglophone-francophone, c'est quelque chose de plus profond pour la société camerounaise. Je pense que ce qui se passe, on passe d'une gestion bureaucratique à une gestion politique. Et je pense qu'il faut féliciter le Premier ministre John Gouté pour la spontanéité, l'aisance avec laquelle il a pu, n'est-ce pas, aborder cette question. Parce que lorsqu'on revient historiquement sur la genèse, l'évolution, n'est-ce pas, de la situation de ce pays, je pense qu'on est passé de la construction de l'État depuis au moins 1884, avec l'entrée du Cameroun, n'est-ce pas, après l'indépendance, l'État s'est consolidé. Mais je pense qu'en même temps que cet État qui s'est consolidé parfois au prix, je vais dire, des revendications, n'est-ce pas, de la société, au point qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le cri du pays qui sort à travers cette crise anglophone pour dire il faut que l'État et la société se retrouvent. Et je pense que le président de la République demande au Premier ministre d'aller sur le terrain
pour renouer, demander le dialogue. Je pense que c'est ce que nous appelons, vous appelez tout à l'heure la palabre. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation il faut la palabre. Il faut la palabre pour permettre, n'est-ce pas, au Cameroun d'exorciser le malentendu et pour permettre finalement de maintenir cette flamme de la paix, je veux dire, qui a toujours caractérisé, n'est-ce pas, le Cameroun. Professeur Djengwa, il faut la palabre, il faut ressouder le tissu social, il faut revenir à restituer la sacralité. Il y a eu un certain nombre de dérives avec des chefs traditionnels attaqués, y compris dans leur intégrité, alors que vu d'ici, c'était sacré. Donc, cette intensité, cette violence de haute intensité a conduit vraiment à des dérives indescriptibles. Il faut donc parallèlement ressouder, réparer, pour ainsi dire, tout cela. Oui, je vais commencer d'abord en disant que M. Jean-Pierre Zana a fait un reportage très, très intéressant pour moi. Et je dirais que cette situation se passe aujourd'hui parce que tous les Camerounais sont mendiants de la paix. Mais je dirais aussi que la paix, ce n'est rien dit. La paix, le thème paix est vide. Parce que la paix, c'est une construction permanente. Et les musulmans disent que Assalamu alaikum, c'est un vœu. Les chrétiens disent peace upon you, c'est un vœu. Donc, si nous voulons parler de la paix concrète, ça doit être des actions concrètes pour mener à la paix. N'est-ce pas? Et quand j'entends, par exemple, j'ai écouté mon frère qui a parlé de l'instrumentalisation. Je dirais que je viens de rentrer du Canada la semaine passée, où des Canadiens ont organisé une conférence pour la paix au Cameroun. Donc, si les Canadiens organisent une conférence pour la paix au Cameroun, les Camerounais doivent obligatoirement organiser des conférences pour la paix, des meetings. Et je dirais que ce mot instrumentalisation, c'est un peu confus parce que il y a de cela 22 ans jour pour jour que j'ai fait un master sur le problème anglophone au Cameroun de 1916 à 1995. Est-ce qu'on m'avait instrumentalisé? Instrumentaliser veut dire prenez la chose légèrement que plutôt de regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain. Oui, nous voulons la paix, nous voulons... Le président Bédigué, là, il vous répondra certainement, mais j'ai cru comprendre que l'instrumentalisation, ce sont ces jeunes qui ne demandaient qu'à mener leurs activités commerciales, leurs études qui ont été instrumentalisées. Tout à fait. Il y a des causes concrètes de cette instrumentalisation. Des Camerounais doivent venir ensemble pour dialoguer. Vous avez parlé du dialogue. Mais comment ce dialogue doit se passer? Est-ce que c'est tous les Camerounais qu'on va rassembler dans une Alors, donnez-nous des pistes. Donnez-nous des pistes. Bon, concrètement, quant à moi, je pense que le président de la République est le plus expérimenté dans la gestion de nations. Ce que je peux dire. Certainement. Il est, je peux dire, par son âge, il doit parler aux Camerounais avec un ton d'apaisement. Je pense que nous avons mis en place des commissions. Il le fait déjà avec les tweets réguliers de ces derniers jours. Mais j'imagine que vous voulez une adresse plus formelle aussi, plus solennelle. Plus formelle, plus solennelle. Il faut que, peut-être ce que le Premier ministre est en train de faire sur le terrain, il pouvait le faire solennellement pour dire, mes enfants, je vous ai compris, il faut que nous dialoguons. Et ce dialogue, ce n'est pas tous les partis politiques. Mais alors, le message à la nation chef de l'État du 31 décembre, du 31 septembre 2018, 10 février 2018, il y avait déjà... Je vous en prie. C'était un autre contexte. Parce que les dynamiques ont changé. Oui. À cette époque, on ne devait pas dialoguer avec les sécessionnistes. Dans cette époque, on ne devait pas... Ok, retour au nouveau contexte, retour à la nouvelle dynamique. Oui. Je vous laisse dérouler. Bien. On ne devait pas parler dans la forme de l'État. Fédéralisme, non. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Le président a vu que les réalités veulent
il faut ce dialogue. C'est pour cela que quand la dynamique change, il parle de la paix. Et il envoie le Premier ministre pour aller s'aimer ces graines de la paix. Tous les Camerounais doivent adopter cette stratégie comme des vecteurs de la paix. Les Camerounais doivent s'aimer ces graines de la paix. Et pour le dialogue, si je peux venir, est-ce que c'est le dialogue de tous les Camerounais? J'ai dit non, ce dialogue doit prendre les étapes. Première étape, il faudrait qu'on encourage les anglophones de tenir une réunion entre eux pour choisir leur leader. S'ils choisissent leur leader, ce leader peut parler avec le gouvernement. N'est-ce pas? Et ce dialogue, il ne faudrait pas de conditions. Les autres camps disent qu'on ne peut pas dialoguer avec le gouvernement tant qu'on n'a pas libéré tous ceux qui sont enfermés. Le gouvernement, à son côté, dit qu'on ne peut pas dialoguer si on mentionne des sécessionnistes. Donc, je pense qu'on peut plutôt convaincre ceux qui veulent la sécession pour revoir les pensées, pour revenir à l'essence propre pour les Camerounais. Alors, sur ce dialogue, évidemment, le président Biya, c'est le grand ordonnateur de ce dialogue. Il a déjà une idée claire de la mise en place, de la scénarisation de ce dialogue. Mais tout de même, on est dans un processus de co-construction. Donc, vos contributions sont les bienvenues. Je voudrais vous poser cette question concrète. Président Bédigui, vous qui avez une expérience en termes de dialogue, il y a cette tripartite de 1991. Qui est aujourd'hui un des marqueurs de la vie politique de notre pays. Est-ce qu'on peut s'inspirer encore de ce type de process? Pourquoi pas? D'autant plus qu'à la tripartite, il avait été prévu une deuxième tripartite qui devait cette fois-là porter essentiellement sur la question anglophone et sur la question des réformes économiques. Elle n'a pas pu se tenir. Maintenant, je comprends parfaitement mon ami de droite. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'instrumentalisation, c'est qu'à l'observation et d'après les informations qui nous sont parvenues, il apparaît que parmi les jeunes qu'on trouve en brousse, qui sont en brousse, les gens qu'on trouve en brousse, un grand nombre d'entre eux sont des mineurs. Donc des personnes, pour la plupart d'ailleurs, avec une éducation relativement pas des niveaux très très élevés et qui d'une certaine manière peuvent justifier ou pour lesquels peuvent se justifier un engagement militaire pour une cause comme l'indépendance. Parce qu'un enfant de 15-16 ans se retrouve avec un fusil en main et on veut faire croire que c'est lui qui lutte pour l'indépendance de son village. Je dis il y a quelque chose qui interroge. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on évoque l'instrumentalisation, c'est le fait que pour que soient commis toutes les exactions qui sont commises, on ait recours ou bien qu'on ait embrigadé des jeunes qui, au fond, ne comprennent pas les enjeux politiques de ce qu'ils sont en train de faire. Si on revient et de toute façon, sur le terrain, quand on voit les dérives, les comportements, il n'y a même plus d'objectif politique. C'est devenu une violence aveugle, barbare. Et on n'est pas très loin désormais de ce qu'on peut appeler des actes de pur banditisme. Maintenant, pour revenir et compléter son propos par rapport à ces dialogues, je crois qu'il y a deux conditions. Enfin, deux points sur lesquels une réflexion doit être menée et assez rapidement. Le premier de ce point serait le format de ces dialogues. Parce que le Premier ministre Dion Ngouté, il est allé, il parle de la paix. Moi, je considère que la paix dont il parle, c'est la Lune. Alors, regardons la Lune, ne regardons pas le bout de son doigt. Parce que si nous regardons le bout de son doigt, on voudra essayer de trouver dans ses propos la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est plus loin. Comment aller plus loin? Et pour aller plus loin, la première chose qu'il faut définir, le format du dialogue. On fait comment? J'ai entendu des gens commencer à me dire « Ah, mais, Président, on a commencé le dialogue depuis, ça suffit. Et vous voulez une grand-messe, il n'y aura pas de grand-messe. » On a dépassé cette phase, puisque l'émissaire du président de la République, le Premier ministre, annonce clairement un débat formel. Oui, ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel il faudrait certainement également trouver une solution, informer tout le monde, c'est le contenu de ce dialogue-là. On va parler de quoi? Et c'est essentiel. À la tripartite, nous avons réussi à reconstituer le tissu social camerounais à partir du moment où
on a réussi à mener sur la table un sujet qui préoccupait tous les Camerounais, c'était la Constitution. À partir de ce point-là, et le code électoral, à partir du moment où ces deux sujets qui pour les Camerounais étaient importants, étaient abordés, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, ce soir-là vous étiez là je crois, dès qu'on a tout signé l'accord de la tripartite, dès le lendemain matin, les 7 provinces du pays qui étaient paralysées se sont remises au travail. Il n'a pas fallu plus. Donc le contenu du dialogue ici, là, aura son importance, il faudra qu'on le définisse très très rapidement. Moi, ce que je peux en dire, c'est le constat qu'un déclic a eu lieu. Le constat qu'un déclencheur est en marche. Cette paix n'est pas une utopie, contrairement à ce que Célestin Bédziki peut en dire. Nous approchons de quelque chose... Je n'ai pas dit que c'est une utopie. Que les Camerounais, la Lune, c'est l'utopie. Non. Que les Camerounais touchent du doigt aujourd'hui, c'est de sentir une décrispation. Et les perspectives de cette décrispation. Je sors de Bankim, qui est dans le département du Mayo-Bagno. Nous avons une limite avec l'arrondissement de Noa, dans le nord-ouest. Aujourd'hui, l'arrondissement de Bankim est à pratiquement 2 à 3 000 déplacés venus du nord-ouest. Pour nous, c'est beaucoup. Nous sommes touchés dans notre chair, dans notre âme. C'est pour cela que ce message du Premier ministre dans le nord-ouest, de sa présence là-bas, est perçu dans mon village. C'est comme ça que j'appelle l'arrondissement de Bankim, comme un grand message d'espoir. Et d'ailleurs, on veut penser, on veut croire à Bankim que Dieu Ngouté, dont la racine du don est un petit quart aussi, parce que Ngouté, c'est un dérivé de Ngouti. On peut penser que son profil, son charisme joue quelque part pour que ceux qui suivent se disent « On est ici à Bankim, nous rentrerons chez nous ». Mais ils sont bien accueillis, croyez-moi, sauf que c'est une situation de crise que nous vivons. Ousseyn-Gano, pour sortir sur ce point, le dialogue, concrètement, si vous deviez faire une contribution dans le format, dans le contenu, pour que la montagne n'accouche pas d'une souris, pour que la dynamique de paix soit consolidée. Tout à fait, M. Robert. J'ai dit tout à l'heure que la proposition du Premier ministre ou l'installation du Président est bonne comme réponse politique par rapport à une approche anciennement bureaucratique. Parce qu'en réalité, si on parle de dialogue aujourd'hui, comme réponse, c'est que véritablement il y a un souci. Il y a un souci. Parce que dans une république qui fonctionne avec les mécanismes de la démocratie représentative, en réalité, le dialogue est permanent, puisqu'il y a les élections, il y a le Parlement, il y a des instances qui permettent d'entendre la voix de la société. Donc si on en arrive là, pour dire qu'il faut le dialogue, c'est que véritablement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une crise, de mon point de vue, entre l'État et la société qui a des revendications, qui veut exprimer quelque chose. Et je pense qu'il ne faut pas fermer ce débat simplement sur la crise anglophone. Je pense que la crise anglophone n'est qu'un aspect des revendications, de l'écho que le pays veut lancer. Et donc, pour moi, le président Bédziki a été un des participants dans les années 90, n'est-ce pas, de la tripartite. En ce temps, je crois qu'il y avait une partie de l'opposition qui avait sollicité une conférence nationale souveraine. Et je pense que le président avait jugé sans objet cette conférence nationale souveraine, et en son temps, c'est plutôt la tripartite qui avait été choisie. Je pense qu'on peut tout à fait revenir sur la formule de la tripartite, mais je crois fondamentalement que sans que ce soit une conférence vraiment souveraine, parce que je crois que la souveraineté, c'est le peuple camerounais qui l'a définie, et je crois qu'il y a les élections qui sont passées, les organes juridictionnels du pays ont défini qui est, n'est-ce pas, le président de la République. Je crois qu'on peut en revanche organiser une conférence nationale, il ne faut pas avoir peur de ce terme, où tous les problèmes des Camerounais, parce que ces jeunes dont on nous parle, qui sont instrumentalisés, c'est parce que même ceux qui prennent les armes, ils ont quelque chose à vouloir exprimer. Je ne suis pas sûr que tous ces gens qui prennent des armes veulent quitter la République du Cameroun, je ne suis pas sûr. Des gens expriment de façon maladroite et de façon excessive, de façon violente, n'est-ce pas, leurs revendications, mais je pense que dans le fond, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, les gens ont envie que l'État les écoute.
Donc, un élargissement du contenu du débat. Donc, on va y revenir, mais je vous propose de marquer un arrêt. Je convoque quand même un peu l'histoire. Il y a beaucoup d'historiens sur ce plateau que la troisième voie dont certains parlent, la session, elle avait déjà été totalement exclue en son temps. Il y a un certain nombre d'auteurs. Elle avait totalement été exclue par l'ONU. En ces années-là, cette fameuse troisième voie, telle qu'on l'avait appelée à l'époque, le rattachement, l'accession à l'indépendance en se réunifiant au Cameroun ou l'accession à l'indépendance en se rattachant au Nigeria, c'était les seules deux options proposées par l'ONU qui avaient complètement exclu la troisième voie, tout comme la Grande-Bretagne, le secrétaire d'État aux colonies, Lord Oliver Littleton. Il y en a beaucoup d'autres à l'époque. Alors, cette crise, elle fait, la facture humaine est lourde, extrêmement lourde, des centaines de morts, pour ne parler que des forces de défense et de sécurité. Au moins 300 soldats ont été tués en 3 années par source officielle du ministère de la Défense. C'est une facture extrêmement lourde. Un lourd tribut également payé par les autorités administratives, enlevées, exécutées, menacées, traquées, harcelées. Et pourtant, ces autorités administratives tiennent presque comme des héros. On va le voir dans ce sujet de Rodrigue Bertrand Tueno, envoyé spécial de la CRTV dans la région du Sud-Ouest. Voici le sous-préfet de l'arrondissement de Mouyouka. L'homme a hérité de l'un des points les plus chauds de la crise sociopolitique qui depuis plus de 2 ans sévit dans la région du Sud-Ouest. Malgré les menaces et les intimidations, le chef de terre n'a pas abandonné son poste. Tu as bien dit que Mouyouka, c'est l'un des points chauds. C'est l'un des points plus chauds du Sud-Ouest. Après Manfé, c'est Mouyouka. Toutes les choses se passent à Mouyouka. On est là, chaque jour. Oui, on est là, chaque jour. Comment? Les choses qu'on ne peut pas faire sur place, on peut faire ça ailleurs. Vous voyez, non? À cause de l'insécurité. Mais le travail marche. Son comportement est loin d'être suicidaire. Normalement, je suis avec les militaires. Les militaires sont chez moi. Le matin, on se lève, on fait un peu de prière, on boit le petit déjeuner. Après ça, s'il y a des papiers à signer, je signe. S'il n'y a pas de papiers à signer, on cause. C'est ça. Et la journée passe. Et ça passe très bien. Rechercher l'affectation pour fuir, ce qui apparaît comme une zone difficile, il n'y songe pas. Je suis fier d'être sous-préfet de Mouyouka. C'est quelqu'un comme moi qui peut être à Mouyouka. Ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie à Mouyouka. Et quelqu'un qui a fait 6 ans et plus à Mouyouka, ça veut dire que la hiérarchie connaît. Si vous êtes là pour travailler pour l'État, il faut faire votre mieux. On n'est pas là pour attendre les Nigériennes, les Tchadiennes pour venir ici travailler. C'est nous-mêmes, on doit travailler. On doit donner le meilleur de nous-mêmes. Malgré la situation. Voilà qui fait du sous-préfet de Mouyouka un modèle pour les Bleus de l'administration territoriale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rodrigue Bertrand Tueno sur ce plateau. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à nos téléspectateurs. Rodrigue Bertrand Tueno, grand reporter à la rédaction centrale TV. Alors Rodrigue, serait-il exagéré de dire que les autorités administratives prêchent réellement par l'exemple sur le terrain? Pas du tout. Il faut comprendre que dans cette confrontation, il y avait une lutte pour les symboles et les symboliques. Les symboles, par exemple le drapeau, vous avez vu qu'à plusieurs endroits au début de la confrontation, au début de la crise sociopolitique, on a brûlé le drapeau qui était un symbole fort de la présence de l'État. On s'est attaqué aux autorités administratives, comme vous l'avez dit tantôt. Les pouvoirs publics avaient compris les enjeux et ont tout fait pour que ces autorités administratives restent en place en tant que des symboles en chair, en os de la représentation de l'État. Et ces autorités administratives montrent l'exemple. Plusieurs responsables des ministères, des démembrements régionaux des ministères ont fui,
on ne peut pas leur en vouloir parce qu'à leur niveau, ils n'avaient par exemple pas la même protection dont bénéficient les autorités administratives, mais au moins ces autorités administratives sont restées et abattent un travail formidable, celui de Muyuka, que nous n'avons pas choisi au hasard parce qu'effectivement, Muyuka, après Manfé, est l'un des points chauds du sud-ouest. Quand vous allez dans une zone de production cacaoyère comme Muyenge ou bien Bafia, oui, parce qu'il y a une région de l'arrondissement de Muyuka qui porte le nom de Bafia. Il faudra un jour peut-être creuser pour savoir pourquoi Bafia dans le centre se retrouve dans le sud-ouest. Vous savez que c'est là-bas que l'un de ces activistes qui se faisait appeler colonel a sévi au début de la crise sociopolitique, récupérant carrément un CES qui était sa base d'action où il torturait, violait, martyrisait les populations. Progressivement, ce sous-préfet est en train de ramener les gens à l'ordre, leur faire passer le message, d'essayer d'atténuer le lavage de cerveau dont ont été victimes ces jeunes dont on parlait tout à l'heure. Alors, vous parliez de cette zone de production de cacao. Alors, dès que vous avez sillonné le sud-ouest de part en part, c'est du reste au moins la deuxième fois que vous avez ce redoutable privilège de sillonner le sud-ouest par ces temps de crise de part en part. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de cette crise sur le plan économique? Aimé Aubert, je pense que la langue française n'a pas encore inventé des mots assez forts pour exprimer cet impact économique. Nous n'avons pas assez de temps. 2 exemples au niveau micro. Le sud-ouest en matière de production de cacao au Cameroun, je crois que le sud-ouest était en train de dépasser une région comme le centre. Quand vous prenez Muyuka, que je connais un peu bien, pour y avoir séjourné pour des reportages en ce qui concerne le cacao, Aimé Robert Bina, pendant la période de vente de cacao, vous, directeur à la CRTV, vous ne pouvez pas arriver à la cheville financièrement parlant de certains producteurs de cacao. Ce sont de véritables nababs qui cultivent sur des hectares et des hectares. Continuez vers Kumba et autres régions. Vous prenez la production d'huile de palme. Or, ce sont des productions délicates. Quand vous passez 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois sans traiter ces vergers, qu'est-ce que ces vergers vont devenir? Deuxième exemple au niveau macro, la CDC, 65 milliards de chiffre d'affaires 2016. Aujourd'hui, 2019, 24,5 milliards. Plus de la moitié de ce chiffre d'affaires perdu. 20 000 employés, deuxième emploi après l'État. Le président Aïdjo disait de la CDC que c'était un État dans l'État. 20 000 emplois. Aujourd'hui, 12 000 de ces employés ont les mains entre les jambes. Quand on sait ce qu'un chef de famille traîne derrière lui, multipliez, vous allez voir l'effet. La CDC, avec ses œuvres sociales, en termes d'école, en termes de santé, en termes d'entretien de route, en termes d'électrification, comment peut-on récupérer tout cela? Il vous dit sur le terrain que la réhabilitation n'est pas possible. Il faudra repartir du grand zéro. Ce qu'on a détruit comme usine de traitement, d'empaquetage et d'exportation de bananes, il ne reste plus rien à Mafandja. Vous prenez l'éducation, allez dans le Lébialem. Les confessionnels avaient là-bas un hôpital qui est l'équivalent de Sichon, dans le nord-ouest, qui aidait les Camerounais du CUS, des autres à s'entraîner, qui aidait les populations avec des activités connexes liées à la mécanique haute qui étaient vraiment des poumons économiques de ces régions. C'est complètement à terre. On a chassé les expatriés qui y étaient et les autres. Bref, l'impact économique est terrible. Et je crois qu'il faudra plusieurs décennies, lorsque la paix reviendra, pour retrouver ce niveau. Je m'arrête seulement à ces 2 exemples. Ça nous laisse estomaqués, sans voix, pour dire le moins. Et alors d'ici, on entend dire, évidemment, avec ce désastre que vous décrivez, on parle d'un ras-le-bol des populations. J'imagine que vous les avez perçus, qu'on ne peut pas continuer ainsi. Mais vous avez entendu leur cri dans le reportage de Jean-Pierre Nzana, « We want peace, we want peace ».
Quand vous passez des jours et des jours à la maison, les enfants ne vont pas à l'école, les parents sont licenciés, vous vivez dans une hantise permanente, des coups de feu de gauche à droite, vous avez des familles éparpillées. Le ras-le-bol est généralisé. Et sur le terrain, pendant qu'on parle de l'entretien de la flamme, il y a une donnée. Ils ont attiré notre attention sur une donnée. Il y a bon nombre de ces enfants qui sont prêts à sortir de la bourse, mais se pose un problème. Lorsqu'ils seront revenus dans les villages, comment vont-ils regarder le frère dont le père a été assassiné? Comment vont-ils recoller le morceau avec l'oncle dont la fille a été enlevée et violée? C'est à ce niveau que les autorités administratives et surtout l'autorité traditionnelle a un rôle important à jouer. Parce qu'au niveau peut-être national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau de l'arrondissement, d'accord, on accorde le pardon. Mais il va rester un élément sociologique important, le quotidien de ces gens. Les deux. Et ils vous disent, comme proposition, dans la recherche des solutions et du dialogue, il faut songer aux compatriotes de l'extérieur. Parce que ce sont eux les donneurs d'ordre pour plusieurs. Parce qu'ils ont l'impression qu'on élude cet aspect dans la recherche des solutions. Donc voilà quelque chose vu et entendu sur le terrain en ce qui concerne cet aspect. Merci infiniment, grand reporter Rodrigue Bertrand Tchueno, de nous avoir partagé, de nous avoir trouvé quelques pages de vos carnets de route. Je voulais d'ailleurs annoncer à nos téléspectateurs qu'on va vous suivre dans de formats plus larges avec des documentaires que vous allez réaliser sur le fil de cette exploration de la région du Sud-Ouest. Merci d'être venu sur le plan de la CRTV. Alors, je voudrais vous interroger sur ces révélations de Rodrigue Bertrand Tchueno sur le pardon. Comment est-ce que effectivement là on est dans du concret. On est dans du concret. D'accord, la nation accorde son pardon, les jeunes ils vont être désarmés, démobilisés dans les centres du CNDDR, ils vont être resocialisés à travers des activités économiques, mais ils vont rentrer dans leur village, in fine, ils vont retrouver leurs victimes. Sur la base des expériences que vous avez, ce qui a été fait dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut recoudre le tissu social là au niveau familial, au niveau des villages? Merci pour la question. Je dirais que c'est l'éducation. Éducation, éducation et éducation. J'ai dit parce que j'ai dit tantôt que c'est tous les Camerounais qui doivent devenir les vecteurs de la paix. Tous les Camerounais doivent essayer dans leur petit niveau pour semer le grain de paix et réconciliation. Quand nous voulons parler de la réconciliation, la paix, je pense que c'est dans tout le Cameroun. Et je dis comme ça parce qu'on a cité 300 soldats tués, des autorités administratives. Évidemment, il y a les populations civiles qui ont Nous perdu. devons insister sur ces populations civiles parce que j'en ai perdu au moins 28 personnes de ma famille de Pouech et de Loin. N'est-ce pas? Il y a des villages brûlés. Il faudrait que nous disions que les militaires camerounais ont entré dans une excessive inacceptable. Donc, si nous voulons parler de ces pardons, il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Donc, c'est pour cela que nous disons, ces pardons doivent être généralisés. Les enfants du Cameroun doivent pardonner les uns et les autres. Les civils, les militaires, le gouvernement, les partis politiques, parce que ce qui s'est passé sur le terrain, je dis toujours que dans une situation comme ça, il n'y aura pas un gagnant absolu. Du tout. Donc il faudrait que des Camerounais commencent pratiquement dans les faits concrets. Donc le gouvernement doit engager des faits concrets. Par exemple, il a parlé de diaspora, de ces zones qui, je vais utiliser le mot, instrumentalisent la population. Il faudrait une amnistie générale pour ces paix, pour que tous les Camerounais qui sont dehors reviennent. Il faut libérer les gens qui sont dans les cellules. Il faut les libérer pour tracer
un dialogue vraiment inclusif avec tous les Camerounais, les sécessionnistes, les fédéralistes, je vais dire ceux qui prônent la décentralisation. Tous ces gens-là doivent venir parler. Alors, où est-ce que va se situer le baromètre de la sincérité, Zachary Yeman, parce que il y a eu déjà des initiatives par le passé où des gens détenus ont même été libérés. Elle continue même d'avoir lieu ces initiatives. Moi, ce que je veux dire, c'est questionner, par exemple, les responsables politiques. Au moment où, dans mon parti, pour ne pas lui jeter des fleurs, nous n'avons cultivé que le langage de la culture de la paix. Cela peut paraître redondant, cela peut paraître ennuyeux, mais nous ne parlons que de ça. On a vu, sans devoir les citer ici, des attitudes de valse aller-retour sans qu'on sache très bien si dans la proximité du nord-ouest ou du sud-ouest, les responsables et les partis politiques ont vraiment eu envie de prendre leurs responsabilités pour apporter une contribution d'apaisement. Aujourd'hui, nous voyons bien des propositions de se mettre en posture de médiation. Est-ce que ça vient au bon moment? Mais mieux vaut tard que jamais. Je veux simplement dire que dans cette situation, il y a eu comme en face du RDPC la faillite des autres partis politiques. Oui, peut-être pour ça, d'abord. Oui, je voulais dire que j'ai dit beaucoup de fois que ces problèmes au Cameroun, ce n'est pas un parti politique qui peut résoudre. Le problème dépasse tous les partis politiques. Pourquoi? Parce que tous les politiciens pensent qu'il y a un problème, mais ça doit résoudre à travers les yeux politiques. C'est pour cela que j'avais dit que la seule personne qui peut faire en ce que ces crises soient résolvées, c'est le chef de l'État. S'il prend le posture de président du Cameroun, pas le président de RDPC. À condition que toutes les formations politiques se réclament d'être également des formations républicaines. Tout à fait. C'est la posture du RDPC. Mais en face, on n'entend pas beaucoup. Alors, pour ça, pour servir un peu d'arbitre, pour ça, est-ce que l'un des problèmes aussi qui a avivé la crise, ce n'est pas, on va le dire, cette tentative de récupération de certains politiques, pour dire les choses clairement, qui savouraient de voir le pouvoir en difficulté et tirer un peu les marrons du feu? Bien évidemment. Je pense qu'il y a je permets de dire quelques petits malins qui pensent pouvoir, disons, tirer les marrons du feu, espérant, j'ai d'ailleurs entendu, justement dans la perspective de ce dialogue, un certain nombre de personnes dire que le préalable du dialogue serait que le président Biya démissionne, qu'il dégage, pour parler de façon un peu triviale. Je pense que envisager les choses de cette façon, je crois que c'est renforcer la crise, parce que le président Biya, du fait de son expérience de près de 60 ans dans la gestion des affaires de l'État, peut être une solution. Et il me semble, il y a quelques années, il disait qu'il aimerait laisser le pays dans la paix et la démocratie. Parce que tout à l'heure, je ne fais que vous dire que je constate une crise entre l'État et la société, parce que vous rappelez-vous qu'au moment où le Cameroun, notamment français, entre à l'indépendance, il y a un déficit de légitimité historique, n'est-ce pas, des autorités, parce que vous savez que ceux qui vont prendre le pouvoir après l'indépendance, c'est ceux qui ont le plus combattu, n'est-ce pas, le moins combattu pour l'indépendance. Et là, pour consolider l'État, ces autorités vont faire ce qu'il fallait faire. Sauf que cette consolidation doit être parfois faite au prix des libertés publiques. C'est au jour d'aujourd'hui. Ce qu'on entend, crise anglophone, problème même parfois économique, en réalité, c'est le cri de la société. Il faudrait donc que l'État ait la pédagogie. Il faut repenser l'État. Il faut repenser l'État, mais bien évidemment, il ne faut pas que, évidemment,
le fait de repenser l'État, la société nous amène dans des aventures, n'est-ce pas, je vais dire, incontrôlées. L'État doit rester maître de la situation, mais l'État doit entendre le cri de la société. Je crois que c'est très important. Alors cette crise a fait surgir un discours, un discours de la haine, et on sait, les politologues le diront, que le discours est consubstantiel à la politique, il oriente, il divise, il apaise. Alors aujourd'hui on va dire, attention, danger, parce qu'un certain nombre de politiques surfent sur cette crise, et même sur d'autres échéances politiques passées, et qui entretiennent un feuilleton post-électoral, avec, on ne va pas le nier, un discours de haine qui fleurit. Mais président Bédigui, on va dire attention, danger. Oui, on va dire attention, danger. Mais on doit aussi se dire que les leçons doivent être bien apprises des deux bords. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs en face de vous à plusieurs reprises, tout le monde se rallie autour de l'idéal du dialogue. Nous sommes d'accord, mais il ne faut pas oublier que pendant à peu près un an et demi, il y a beaucoup de personnes, notamment dans le parti de mon ami Zacharie, qui estimait que cette affaire, il faut laisser la justice sur son cours, ainsi de suite, qui estimait en tout cas que c'était une revendication corporatiste, elle a été satisfaite. Vous voyez ce genre d'argument, alors que chaque fois que nous nous retrouvions, je disais, ce problème n'est pas un problème sécuritaire, ce problème n'est pas un problème corporatiste, c'est un problème politique, et les problèmes politiques, ça ne se résout que par le dialogue. Vous savez, M. Bina, la médiation dans une société s'obtient par trois voies. Les élections, le dialogue politique et la violence. Et pendant longtemps, nous avons dit attention, nous ne prenons pas suffisamment garde pour que les élections et le dialogue soient crédibilisés. Ça ouvre la porte vers la confrontation par les armes. C'est le cas où nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, en plus d'une confrontation à travers les armes, il y a un discours qui est en train de se développer et qui fait que ce qu'on observe là-bas sur le terrain, c'est des actes d'une haine extraordinaire. Moi, j'ai un collègue chef, Ito, qui était le chef de Kondo Titi, qui a été assassiné devant les fidèles. Et pour poser des actes comme cela, il faut vraiment qu'on porte en soi une haine inadmissible. Donc il faudrait que très rapidement, on arrive dans la pure tradition africaine à se réasseoir et à voir comment ce problème peut être résolu en africain. Hein. Et vraiment, si on ne peut pas utiliser ou recourir à la méthode africaine de la grande palabre, il est difficile que nous résolvions ce problème-là. Et surtout, que nous chassions des esprits des uns et des autres, la haine qui est en train de s'y incruster. Elle s'y incruste de manière trop profonde. Lorsque vous regardez, vous et moi, sur Facebook, la tête ou bien les membres d'un Camerounais découpés par d'autres Camerounais, pour quelle raison on se demande comment en sommes-nous arrivés là? Il faut il y ait un sursaut national pour venir à bout de ce discours de la haine. Alors le discours, justement, parce que le discours, c'est lui qui oriente, c'est lui qui mobilise, c'est lui qui apaise. Et là, je pose la question à l'ancien éditorialiste, à l'homme des médias que vous restez, on est journaliste pour toujours. Les médias, tantôt complices, actifs, passifs, comment est-ce que les médias peuvent prendre à bras le corps et structurer un discours beaucoup plus responsable? C'est effectivement une question déjà d'abord de prise de conscience de la responsabilité. Nous avons constaté avec vous que certains médias ont pris sur eux pratiquement de conduire ce discours de la haine. Certains médias ont pris sur eux de s'établir la voix des sans-voix, un peu comme si ils pouvaient se mettre à l'écart de cette crise et la diriger en envoyant des signaux de sympathie, peut-être exagérés. Ce que je veux dire, vous posez là une question à la fois d'éthique, de déontologie, qui fait appel au sens à la fois de la régulation et de l'autorégulation. Mais nos médias, comme vous le savez, au Cameroun, sont réfractaires surtout à l'autorégulation. La communication, puisque c'est d'elle que vous parlez, parce que vous l'évoquez, doit être responsable. Elle doit être mesurée. Elle doit être faite
de telle sorte que les Camerounais se reconnaissent autour de cet objectif, de cet idéal d'apaisement. Il faut basculer dans l'apaisement. Nous sommes en train de tourner progressivement, mais de manière très perceptible, une page qui a été celle de la page de la crise. Mais aujourd'hui, il me semble que là, désormais, nous ouvrons une page qui est celle d'aller vers le positif. Nous sommes en train d'y aller. C'est pour cela que les Camerounais, toute obédience, doivent entendre et bien écouter l'appel de l'unité, l'appel de la paix. Vous savez, c'est souvent simplement une petite voix. Mais il faut l'entendre quand on a tout dévasté, quand les fracas des armes, quand les fracas des propos de haine se sont tus, c'est la paix qui doit revenir. Il faut écouter ce message de l'unité et de la paix. Alors, absolument. Alors, autant on peut avoir une certaine emprise, certaines même sur les médias classiques, traditionnels. Maintenant, il y a cette dérégulation des plateformes numériques. Professeur Ngando, qu'est-ce qu'on fait avec ce discours de haine qui est complètement délirant, propagé sur les réseaux sociaux? Il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup il faut qu'on revienne un peu de retenue. Je pense qu'il faut que nous nous imposons nous-mêmes une autorégulation, parce que de toute manière, ça nous mène à quoi cette haine? Ça nous mène à quoi? Lorsque je reparcours l'histoire, le président Bizigui le disait tout à l'heure, lorsqu'on reparcourt l'histoire, on voit les acquis. Lorsque depuis au moins 1884, les Camerounais, toutes ethnies confondues, venant d'horizons, n'est-ce pas, divers, se sont donné la main pour bâtir un pays, qu'on soit Fan, qu'on soit Bamileke, qu'on soit Peul. Hein, je pense que lorsque le Cameroun joue au football, je pense que c'est tout le pays qui vibre, n'est-ce pas? Lorsque on se retrouve à l'étranger, il y a un timbre camerounais. Je pense qu'il faut jouer sur ces acquis pour rappeler aux Camerounais que, au-delà, n'est-ce pas, de ce qui nous divise, n'est-ce pas, il y a un patrimoine commun à préserver et que cette haine ne nous mène à rien. Voilà, je crois que c'est très très important. Et cette pédagogie, elle doit être relancée au niveau de l'école, n'est-ce pas, au niveau des médias, comme disait Zachary Niman tout à l'heure. Je pense qu'à tous les niveaux de la société, je crois qu'il faut essayer, n'est-ce pas, d'impulser quelque chose de très fort pour expurger, n'est-ce pas, cette haine qui nous prend malheureusement. Alors pendant ce temps, il y a des Camerounais qui prêchent par l'exemple une ville laboratoire, Loum, et où le vivre ensemble est une réalité, où les déplacés font pour ainsi dire leur classe. On va le voir dans ce reportage de Rabiatou Fouda Otou, grand reporter à la CIAC TV, envoyé spécial de la CIAC TV à Loum. Un bâtiment vétuste mais solide, sur la façade le drapeau tricolore au vent, sur les murs des dessins d'enfants. C'est le nouveau visage de l'école bilingue Oxford qui depuis septembre 2018 s'est délocalisé de Tombelle dans le sud-ouest pour Loum dans le littoral. Oxford Academic Complex était une école qui fonctionnait à Tombelle depuis 6 ans, mais en fonction de la situation politique qui se passe dans nos pays, le fondateur a fait nécessaire que les enfants qui aimaient fréquenter pendant ces 3 ans qu'ils ont perdu à la maison, il a fait l'effort pour trouver un endroit ici à Loum là où les enfants peuvent continuer à fréquenter. En fait, c'est l'ancien cinéma Le Salvador qui a changé de décor. Une salle de spectacle contre des salles de classe pour 400 petits déplacés internes. Malinga, 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 clap your hands, clap your hands. Je sors de Tombelle. Je suis quitté à cause de la guerre. Selon l'enseignante, certains de ces enfants réapprennent juste à chanter et danser. Parfois, quand tu les écoutes, ils disent en pidgin, depuis chou mané, depuis douce, il y a des toto. Donc, quand j'entends ça, je dis stop. Plus loin, quartier 103, un collège est né, dans les mêmes conditions, délocalisation. 650 élèves y achèvent bientôt leur première année scolaire.
on a dû s'associer au Collège Harmonie qui nous a joyeusement ouvert ses portes. Et nous vivons vraiment ensemble avec eux. Nous faisons l'amicale ensemble comme une école. En quelques mois, à Loum, la plupart de ces élèves venus du sud-ouest et du nord-ouest sont devenus des enfants parfaitement bilingues. Et notre envoyé spécial à Loum vient de nous rejoindre sur ce plateau, Rabiatou Foudaotou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à tous les panélistes. Ce que nous venons de regarder est à la fois triste et beau. Triste parce qu'on a vu des enfants obligés d'être déplacés du fait de cette guerre, mais beau aussi parce qu'on voit cette communion, cette harmonie, cette solidarité d'une salle de spectacle transformée comme cela en salle de classe. Alors, Rabiatou, vous avez sillonné, Loum n'a plus de secret pour vous. Alors, c'est juste une exception, deux cas exceptionnels, deux morceaux choisis d'un phénomène global dans la ville de Loum? En réalité, les exemples que nous avons pris sont liés au fait que il y avait quand même quelque chose de particulier. Ce sont des établissements qui existaient dans le sud-ouest, qui étaient bien fonctionnels à Tombelle précisément, et qui, après 1 an, 2 ans, 3 ans, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Comment est-ce qu'on va gérer tous ces enfants qui sont là à la maison de rien faire? Ils ont décidé de déporter l'école vers Loum. Je crois que le choix de Loum n'est d'ailleurs pas le fait du hasard. C'est certainement ce parfum d'hospitalité qui rejaillit à chaque fois qui les a entraînés vers Loum. Et à ce moment-là, ils ont décidé, on transporte l'école de ce côté-là et ça fonctionne merveilleusement bien, comme vous l'avez constaté. Mais je suis obligée de dire il ne s'agit pas là de cas isolés. Non, à Loum, c'est véritablement un phénomène. Je veux dire, Loum, dans ce département du Mungo, est quand même très bien doté en matière d'infrastructures scolaires. Loum est gâté. Mais il y a une surpopulation qui oblige la ville à créer des écoles, des collèges spontanés. On a vu naître des établissements scolaires en matériaux provisoires pour accueillir des centaines d'enfants. On a vu des écoles se déporter pour se renaître sur les terres de Loum. Tout cela a permis quelque part de résorber ce flux massif qui est perceptible à travers la ville. Il y a plein d'enfants qui sont arrivés avec beaucoup d'espoir. C'était simplement de reprendre le chemin de l'école. Et je crois qu'on le constate à travers ces images. Ils sont heureux d'avoir renouer avec les classes. C'est une belle histoire. À la fin, c'est ce Cameroun-là que nous voulons, dont nous faisons l'éloge. Alors, c'est dit que pour vous, le vivre ensemble sur ce que vous avez vu, vécu, entendu, ce n'est pas qu'un simple slogan. C'est une réalité que vous avez pu palper, toucher. Et ça fait partie d'ailleurs, Aimé Robert, des éléments qui ont capté mon attention. On a beau parler de vivre ensemble, des fois, ça peut apparaître, c'est peut-être pas tout le temps le cas, mais quelquefois, on a l'impression que ça fait partie des slogans qu'on clame comme ça, sans véritablement constater sur le terrain. Mais à Loum, vraiment, c'était surprenant. Dès qu'on a parlé des déplacés, il ne s'agit pas que des élèves. Il s'agit également des adultes, des familles entières, 8-10 personnes, oncles, tantes, qui viennent tous s'installer là et qui sont immédiatement insérés dans un environnement. Naturellement, je vais prendre un exemple, l'exemple de cette jeune fille de 19 ans, Mireille, que j'ai abondamment exploitée et que je n'ai pas fini d'exploiter d'ailleurs, qui est venue avec ses 7 frères et sœurs, qui a traversé la brousse pour se retrouver à Loum, parce que la réputation de Loum avait précédé, était arrivée à leur niveau. Ils sont allés spontanément vers une maman qu'on appelle maman Lisette. Ils ont été accueillis, ses frères, ses sœurs, elle-même. Elle a repris l'école au lycée bilingue de Loum. Elle prépare son GCE Advanced Level, plutôt sereinement d'ailleurs, certes dans un environnement modeste, mais on ne pourrait offrir mieux quand elle explique elle-même qu'elle est venue trouver 15 à 20 enfants déplacés comme elle, que la maman avait accueilli. Malheureusement, et le côté pathétique de l'affaire, c'est que lorsque nous sommes venus
ayant eu l'information qu'il y a une jeune fille qui parle merveilleusement bien la langue française après 2 ans à Loum, nous avons trouvé que maman Lisette était décédée et qu'ils étaient en pleine veillée. Elle était désemparée, elle se demandait ce qu'elle va devenir. Mais ça fait partie des éléments qui montrent qu'on n'a pas besoin de savoir d'où on vient, on n'a pas besoin de savoir qui on est, on accueille à Loum. Il y a également le cas d'un monsieur qui fait un peu partie, qu'on peut appeler un peu la mascotte à Loum. On l'a appelé Papa des Papas. Son nom nous permet de voir un peu comment on l'appréhende. Martin Frou, qui est originaire de Santa dans le nord-ouest et qui est arrivé comme ça pour une petite balade à Loum. Il s'y est plus, il est resté, ça fait 7 ans, il n'a pas l'intention de repartir. Les gens l'aiment, les gens l'adorent. Et j'ai même envie de dire qu'il se fait un argent fou à travers le snack bar où il travaille. Et lui-même, c'est un excellent danseur. Hein? Grand danseur, par ailleurs, qui a fait il mixe le bottle dance du nord-ouest au Makossa, du littoral. Et à la fin, ça donne des pas de danse prodigieux. On a eu le plaisir de suivre ce reportage pendant la semaine. Absolument, oui. Et je donne rendez-vous aux téléspectateurs et auditeurs de la CR TV qui vont suivre l'ensemble de vos œuvres à travers des documents que vous allez produire sur votre périple à Loum. Alors, peut-être dernière question, Rabiatou, avant de vous laisser partir. Pourquoi, de votre point de vue, Loum offre une telle cartographie, un tel visage, un si beau visage? Alors, si je prends en compte les propos, par exemple, du chef de Loum, je serais en mesure de dire que, de par son histoire, Loum était prédisposé à être une cité d'hospitalité parce que le chef de Loum me fait comprendre que les Bafounes, qui sont les populations, on va dire, autochtones, on va le dire ainsi, parce que ce sont ces populations qui ont été là en premier. D'après ce qu'il me dit, les Bafounes font donc partie d'un groupe avec les Bakossi et d'autres tribus vers Mélan. Ces populations sont venues s'installer à Loum. Et d'ailleurs, l'expression Loum, en réalité, c'est Eloum, ceux qui viennent de quelque part pour s'installer là. Dès qu'on a pris cet aspect-là, eux-mêmes, ils sont venus de quelque part, ils se sont installés là. Il leur a été difficile, si je m'en tiens à ce que me dit le chef, il leur a été difficile de ne pas accepter tous les autres parce que, en réalité, au départ, eux-mêmes, ils venaient d'ailleurs. Maintenant, il faut également le dire, Loum, c'est une terre essentiellement agricole. C'est des monts extrêmement fertiles, des sols volcaniques qui produisent à bouche que veux-tu. Ça fait que ça attire des populations qui sont là pour fructifier les richesses de la terre. À Loum, on a un peu de tout. On a également ce pouzolan qui est très prisé. On a toutes ces plantations à perte de vue qui font que autant de centaines d'employés ne sont pas assez pour satisfaire les besoins en ouvriers. C'est du pain béni pour des déplacés qui d'ailleurs ont trouvé du travail sans trop d'efforts. Beaucoup viennent, très peu ont envie de partir de Loum. Je confirme parce que nos parents ont été élevés à la culture du café à Loum. Et c'est à Loum qu'ils partaient se faire la main pour revenir au village et cultiver véritablement le café. Au village dans la Damawa? Dans la Damawa, à Nyamboya, Yimbere, Bankim, Bandam, Sonkolon et autres. Et le mythe de Loum, ce que nous en avons retenu, c'est il y a Loum Paris et Loum Chantier. Que c'est beau le Cameroun. Ah oui. Que c'est beau le Cameroun. Voilà le Cameroun qu'on aimerait couver, et découvrir, et explorer, et chanter, louer et servir. Merci Rabiatou de nous avoir ramené tous ces souvenirs de Loum et peut-être aurons-nous aussi le privilège d'aller découvrir Loum un de ces jours. Alors, messieurs, je profite pour vous interroger, peut-être le professeur Ngando. On voit bien, hein, selon le témoignage de Rabiatou, que confirme du reste Zakari Nieman, que le vivre ensemble entre Camerounais d'en bas, pour ainsi dire, ne se discute pas. C'est une réalité de tous les jours qui a résisté au soubresaut de ces crises que nous avons vécues, même si on a bien senti que quelques ingénieurs identitaires voulaient diviser les Camerounais.
Mais oui, le vivre ensemble, c'est un patrimoine historique. Dans la mesure où, vous savez, le Cameroun, Aimé Robert, c'est une création coloniale. Et les Camerounais se sont curieusement réappropriés, n'est-ce pas, cette création coloniale, parce que vous savez que des éléments constitutifs, n'est-ce pas, de l'État, depuis la période allemande, c'est la délimitation, n'est-ce pas, des frontières et cette sécurisation des frontières, c'est la mise en place d'un gouvernement depuis cette époque, mais surtout, n'est-ce pas, le renforcement d'une identité camerounaise. Et l'histoire coloniale nous a donné l'occasion de conforter, de renforcer, de fabriquer ce vivre ensemble. Donc, il est évident que devant les soubresauts que nous vivons, bien évidemment, on peut en débattre, on peut en discuter, mais je ne pense pas que le socle, n'est-ce pas, de ce vivre ensemble soit menacé. Parce que lorsque vous voyez que, par exemple, pour la lutte d'indépendance, les Camerounais se sont donné la main, pour aller. Et vous savez que le Cameroun, c'est le seul pays d'Afrique noire qui s'est battu, n'est-ce pas, dans le cadre d'une lutte armée pour avoir son indépendance. C'est le seul pays, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il y a un réservoir assez intéressant, et je pense que de ce que je ne fais que dire depuis le début, c'est à l'État justement de faire preuve de pédagogie pour neutraliser ces soubresauts et pour justement mettre par le dialogue qui est mis en place, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, de se souder toujours et toujours la main. Alors je rappelle que le thème de cette 47e édition de la fête de l'unité, c'est donc le thème, c'est unité dans la diversité, un atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Alors, parlons un tout petit peu d'émergence. L'émergence devrait être la grande cause de ce septennat des grandes opportunités. C'est en tout cas le vœu du président Paul Biya, mais notons que depuis que ce septennat a été inauguré le 6 novembre 2018, ce septennat est comme pris en otage par une double crise, par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi par une certaine crise politique qui est plus ou moins entretenue. Nous sommes heureux de le dire. Alors, comment faire pour quand même passer à une autre séquence? Oui. Gérer ces crises, mais adresser ces problématiques pour ne pas gâcher, voici la première année du septennat. Si on y prend garde, on peut passer à côté à cause de ces externalités négatives. Oui, sur le chemin de l'émergence, je voudrais juste apporter un petit détail. Vous avez évoqué tout à l'heure le vivre ensemble. Je pense que c'est la chose, je dis bien la chose, c'est la chose la plus puissante, le patrimoine le plus puissant que le Cameroun a aujourd'hui, au point où je peux me permettre de dire que je ne vois nulle part, je ne vois pas en quoi nous pouvons considérer que l'unité du Cameroun est menacée à cause de ces vivre ensemble. On a des petits problèmes, c'est vrai, dans la zone, dans le Nosso, mais quand nous vivons au quotidien avec les Camerounais, l'idée que l'unité nationale du Cameroun soit mise vraiment en danger ne me semble pas, de mon point de vue, ne me semble pas aussi prégnante que cela peut paraître. Maintenant, si on revient à l'émergence, d'abord la dimension économique de l'émergence, parce qu'il y a une autre dimension qui n'est pas économique, celle qui est plus intéressante et importante. Il est essentiel que nous avancions sur le chemin de l'émergence. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme des crises ou des tensions a des racines sociales évidentes. C'est-à-dire, dans la tranche d'âge des jeunes de 16 à peut-être à 30 ans, le niveau d'inoccupation, le taux d'inoccupation, je préfère ne pas parler d'emploi, de sous-emploi, de chômage, le taux d'inoccupation est tellement élevé que ces garçons, et la plupart d'entre eux ont des comportements de desperados. Aujourd'hui, c'est les sécessionnistes qui arrivent à en prendre quelques-uns. N'importe quel aventurier peut arriver là-dehors en tenant un discours mielleux, il va en prendre parce qu'ils sont des milliers et des milliers. Or, pour que nous arrivions à les reprendre en main, il faut que nous hérissions une mutation, un changement du paradigme économique. Parce que le paradigme économique que nous avons aujourd'hui ne crée pas suffisamment d'emplois pour résorber cet immense réservoir de main-d'œuvre. Et qui dit
non-résorption du réservoir de main-d'œuvre dit oisiveté, qui dit oisiveté dit fragilité psychologique, et la fragilité psychologique fait finalement que ces jeunes ont le sentiment d'être gelés. Ils disent souvent, nous sommes une génération sacrifiée, voyez-vous, et nous avons très peu d'éléments à l'heure actuelle à leur proposer pour voir comment on peut les reprendre en main. Je suivais dernièrement à l'occasion, je crois, de la fête du travail. Je sais pas. Il y a la directrice de l'emploi ou bien de la formation du ministère que dirige M. Issa Chiroma. Elle a donné un chiffre qui était extraordinaire. Elle a parlé du taux de personnes utilisées dans l'informel, dans la population active. Elle a dit qu'ils atteignent à peu près 80-90%. C'est énorme. Alors, à partir de ce constat-là, on voit très bien les exigences qui se posent en aval pour qu'il y ait, à travers une véritable relance économique, on amorce la pompe et qu'on trouve une occupation à tous ces gens-là. Ce sera une des composantes ou une des actions majeures pour renforcer l'unité nationale. Parce que si vous avez des gens qui ne se sentent pas du tout intégrés dans le fonctionnement d'un pays, ils ont tendance à avoir des comportements qui commencent par la dissidence et finissent par la révolte. Et nous devons arrêter cela. Alors pour Sangwagwa, ça veut dire que les gouvernants doivent réduire leurs heures de sommeil. Ils doivent travailler aujourd'hui plus que par le passé, parce qu'il faut travailler à résorber les crises, mais en même temps, il faut que nous avancions sur le chemin de l'émergence pour pouvoir justement amasser un capital qu'on va pouvoir redistribuer pour le bonheur collectif. Évidemment, le Cameroun doit émerger avec tous les Camerounais ou bien ça ne va pas émerger, c'est tout. Voyons, nous, il y a des Camerounais qui pensent qu'ils sont plus Camerounais que les autres. Et il faut connaître à compenser ceux qui travaillent bien, à punir, sanctionner ceux qui ne travaillent pas bien. Je vais revenir sur le langage de haine pour démontrer et élaborer ce que je vais dire. Bon, il y a des administrateurs qui appellent certains Camerounais des chiens, publiquement. Hier, j'ai regardé une chaîne de télévision que quelqu'un dit que les anglophones sont comme le cancer. C'est un autre. Il y a ce langage de terroriste, sécessionniste. Donc, je pense que j'ai recommandé qu'il faut une commission nationale contre ce langage de haine et des actions de haine. Cette commission doit être gérée par des avocats, des juristes, pour veiller à ce que tous ceux qui lancent ces actions de haine soient punis. Et publiquement, je pense que si on peut retirer officiellement les expressions terroristes, sécessionnistes, ça va faire le jeu. Parce que chaque fois, quand on appelle... Bon, alors est-ce que certaines expressions aussi ne qualifient pas des actes? Non, ça ne qualifie pas. Quand des gens posent un type d'acte qui correspond à... Sur le plan international, aucun pays international n'a référé à ce qui se passe dans ces zones comme le terrorisme. Donc, il faut... c'est quoi alors? Non, je pense que c'est des Camerounais qui sont en train de revendiquer certains faits, que peut-être ils sont en train d'aller un peu plus loin. Et ce radicalisme se trouve dans les deux côtés. Donc il faut avoir ce langage d'apaisement pour faire en sorte que tous les Camerounais se sentent Camerounais. Donc cette émergence, c'est pour tous les Camerounais. Cette émergence doit être, il n'y a pas de Camerounais authentiques et les autres photocopiés, n'est-ce pas? Et comme vous avez dit, les administrateurs doivent veiller jour pour jour que cette émergence inclut tous les Camerounais. Donc ce n'est pas une partie du Cameroun. Oui, Zachary. À sa suite, on peut reconnaître une pertinence à l'argument d'appartenir tous au Cameroun et de se sentir Camerounais. C'est pour cela qu'il faut appeler ici et maintenant, très précisément les Camerounais, à l'intérieur comme de la diaspora, à soigner l'image du Cameroun. On n'a pas vu un Américain venir au Cameroun insulter l'Amérique. On n'a pas vu un Français venir au Cameroun insulter la France. On n'a pas vu un Britannique venir au Cameroun ternir, insulter la Grande-Bretagne. Donc, il faut que nous apprenions à changer de paradigme.
sur notre propre pays. Aimons notre pays et aimons-nous. Je pense que pour moi, la réponse est là. Nous étions dans le saut de l'émergence. La gouvernance, bien sûr, la décentralisation pourrait être une solution pour résorber. Parce qu'avec la décentralisation, toutes les régions seraient responsables, à tout le moins, d'une dynamique économique qui peut, je crois, apporter une solution. Je dis simplement, pour terminer là-dessus, aimons le Cameroun, aimons ce pays qui est très beau. L'étranger qui arrive a parfois du mal à repartir, malgré parfois la brutalité du chauffeur de taxi. Mais on a un charme au Cameroun que nous ne connaissons pas assez, mais qui plaise à ceux qui viennent. Aimons-le. Alors, professeur, il y a justement un certain nombre d'experts parlent d'un déficit d'allégeance citoyenne. Alors, qui peut expliquer ces dérives, ces mauvais comportements. Alors, comment ramener justement le citoyen vers cette allégeance citoyenne pour qu'il aime son pays, pour qu'il pose des actes de patriotisme? Alors, et aucune nation, aucune grande nation ne s'est bâtie sans cette exaltation du patriotisme, de l'amour de la patrie. Je pense que je reviens aussi à l'émergence. Pour chuter sur votre question, je crois que le dialogue prôné par le président de la République et porté par le Premier ministre John Gouté est un vecteur déjà de l'émergence, parce que le dialogue est porteur, c'est le partage. Et de ce partage, lorsque les gens se sentent intégrés, ne se sentent pas exclus, bien évidemment, ils aiment le pays. Voyez-vous, ce qu'on remarque, je vous ai dit, moi j'insiste que dans le fond, il y a un problème, il y a un cri du pays qui veut se faire, peut-être de façon excessive. Il y a un cri que le gouvernement, l'État du Cameroun doit tenir compte pour justement, avec la démarche, n'est-ce pas, qui est instaurée maintenant de dialoguer, ramener tous ces enfants en partageant déjà les fruits de la croissance. Parce que voyez-vous, on est dans un pays où il y a un certain nombre de gens qui, je vois par exemple les détournements de deniers publics, il y a des gens qui s'en insurgent. Ils se disent, mais tiens, on est dans quel pays, hein? Des gens, lorsqu'on les met à des postes, ils piquent dans la caisse, et qu'est-ce que vous voulez apprendre à un enfant qui voit tout ça? Mais évidemment, il attendra son tour. Il se dit, un jour, quand je serai là, je ferai pareil, voire pire. Donc, je crois que ramener les gens, c'est d'avoir des comportements nous-mêmes exemplaires qui peuvent permettre des gens, n'est-ce pas, de se dire qu'on fait partie tous du même pays. Je crois que c'est très important. Alors, messieurs, on a presque fait le tour de l'horloge une fois et demie. On va prendre votre dernier mot en guise de vœu, puisque nous sommes à la veille de notre fête, de la fête nationale, donc un vœu pour le pays. Président Bedigui. Oui, je pense que l'unité du Cameroun n'est pas en danger, elle n'est même pas en sursis. Nous connaissons des troubles comme tous les pays du monde en connaissent. Ces troubles ont pris une tournure sanglante. Et personnellement, en tant que responsable politique, je m'en désole. Je m'en désole d'autant plus que, par le passé, les questions qui sont posées aujourd'hui, les projets qui sont aujourd'hui présentés par les uns et les autres, ne nous autorisaient pas le recours à un certain type de moyens. Maintenant, il est entré sur la scène des personnes qui ont recours à des moyens qui ne sont pas des moyens camerounais. Et je trouve ça tout à fait regrettable. Et je n'ai pas le moins de doute que dans un sursaut collectif, nous allons venir au bout de cela grâce à ce dialogue qui est amorcé par le Premier ministre John Gouté se matérialise dans les jours à venir, et que nous n'ayons pas peur de poser sur la table les vrais problèmes et qu'ensemble nous cherchions une solution. Professeur Zengwa. Oui, quant à moi, l'unité du Cameroun est en danger. C'est pour cela que nous voulons le dialogue, la paix et la réconciliation. Il faudrait que des Camerounais apprennent à respecter, protéger et défendre l'autre pour que des Camerounais puissent célébrer la diversité du Cameroun. Professeur Ngando, votre vœu pour notre nation? Bien, évidemment, mon vœu, c'est que le Cameroun reste uni, mais je pense que
pour que cette unité perdure, il faut dépasser la question anglophone, même s'il y a des réformes à faire. Eh bien, il ne faut pas réduire le problème de l'unité du Cameroun, n'est-ce pas, à ce problème anglophone-francophone. Parce que, évidemment, le problème de l'unité, n'est-ce pas, lorsqu'on voit la diversité ethnique du Cameroun et bien sûr la diversité linguistique, je pense qu'il faut prendre le problème parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut repenser l'État, les centrer l'État en préservant l'unité, mais aussi, n'est-ce pas, en préservant la diversité culturelle du Cameroun. Donc le vœu serait que le président de la République, n'est-ce pas, dans sa pédagogie, essaye de maintenir le cap de l'unité, mais aussi essaye de décrisper un tout petit peu, parce que lorsque on voit la situation du pays aujourd'hui, eh bien, il faut rassurer, n'est-ce pas, ces personnes qui sont entrées dans le maquis, qui aimeraient peut-être sortir, mais qui ont pris un chemin désolant, et il faut les rassurer. Il y a, je me permets de le dire au moment de chuter, quelques prisonniers que le président pourrait, pour décrisper le pays, je pense, pourrait sortir de prison. Je pense là, c'est le magistrat suprême pour permettre, n'est-ce pas, au pays de retrouver une concorde, pour retrouver la paix, pour retrouver, n'est-ce pas, son unité. Voilà ce que je peux dire à la veille de la fête nationale. Moi, c'est d'abord de souhaiter une très belle fête à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, dans l'esprit de ferveur, et ensuite d'indiquer notre devoir d'aimer notre pays, avec tout ce qu'il comporte comme force et faiblesse. Aimons-le, et surtout encourager nos dirigeants à aller dans l'esprit de cette décrispation que nous avons vue pour que notre Cameroun, demain, soit vraiment indivisible et que rien ne remette en cause cette indivisibilité. Et une grande nation en marche vers son émergence. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir partagé avec nous ces moments. Le professeur Dzengwa, le président Bedigui, le professeur Ngando, Zachary Nyiman. Je voudrais remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Je commence par notre conseiller éditorial, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et puis nos envoyés spéciaux qui nous ont apporté une mine d'informations en direct sur ce plateau, Jean-Pierre Nzana, Rodrigue Bertrand Tcheno, Rabiatou Fouda Otou, toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Je termine par cette citation, le philosophe français Charles Péguy, qui parle de la mystique républicaine qui doit transcender la politique. Cette mystique républicaine est fondée sur un rapport intense entre le citoyen et les valeurs de la République. Très bonne fête à tous les Camerounais. Bonsoir et à bientôt sur la CRTV.